Bonjour à tous. Alors, vous n'avez pas entendu Sonia, mais elle vient de dire, allez, Zazie, c'est parti. Donc, c'est parti. Bonjour à tous. Et bonjour Sonia. Tu me balances comme ça, direct. Non, mais c'est pour mettre un petit peu dans l'ambiance. Nous sommes en live sur la page, simultanément sur la page de Sonia et sur ma page. Donc voilà, on a Ouais. déjà vu qu'il y avait des personnes qui se connectaient. Chez moi, On ça va fonctionne. On va bien entendu rentrer dans le vif du sujet dans un petit instant, mais je voulais juste replacer le cadre. Nous allons parler aujourd'hui des profils dits atypiques, que ce soit les troubles 10, le haut potentiel, les zèbres, les troubles de l'attention, à la fois en tant qu'adulte et à la fois en tant qu'enfant. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes en présence de Sonia Chardonnance, la pétillante et la formidable Sonia. Ah, tu es bloquée avec mon image. Bouge. Ah, bah oui, en effet, je suis bloquée. Tu es bloqué. Non, c'est bon, ça y est. Je Ouais, t'ai c'est vu. bon, c'est bon. Je t'ai Ouais. vu bouger. C'est parfait. Sonia, tu es organisatrice de la Journée de l'audace. Tu Oui, es coach, tu accompagnes des entrepreneurs, tu les accompagnes dans toutes leurs problématiques diverses et variées. Tu es vraiment quelqu'un qui travaille dans divers domaines, dans différents projets. Tu es vraiment multicarte. Est-ce que tu peux te présenter? bah, quoi dire de plus de ce que tu viens de dire, parce que tu l'as fait Plein de très très choses. bien comme d'habitude. Bah oui, je fais tout ça. En plus, je suis maman. J'organise des masterminds aussi. Je crois que ça, t'as pas dit. C'est parfait. Ouh, je voulais vérifier si ça marchait. Oui, moi ça fonctionne. Le son sûrement qui va bien aussi. Et je suis master trainer de la NBS. J'organise aussi des événements plus petits pour le réseautage et des ateliers en présentiel. Et maintenant, suite au Covid, ben, ça part un peu plus en virtuel. Ça me plaît bien. Alors, tu as parlé de la NBS. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Moi, La je connais. Neuro Business School. La Neuro Business School, c'est une école qui a été créée par Yannick Alain et David Lefrançois. Et donc, on va dire la vérité. Nous sommes amis. On se connaît depuis plusieurs années maintenant. Ouais. Nous nous sommes justement rencontrés grâce à la NBS. Et depuis, voilà, on est amis. Mais justement, je trouve que j'aimerais vraiment aujourd'hui que tu témoignes sur ton expérience de vie. Parce que, bon, on va peut-être pas le dire tout de suite, mais tu connais bien ce côté un petit peu atypique du fonctionnement du cerveau. C'est bien cela? C'est complètement ça et c'est là aussi où j'accompagne beaucoup les entrepreneurs parce que suite à mon expérience maintenant, je me rends compte que beaucoup d'entrepreneurs, justement, ont un cerveau qui fonctionne différemment. Je ne sais pas si toi tu l'as remarqué, mais Alors, j'ai lu des statistiques qui disaient qu'il y a à peu près 20% de la population qui a un fonctionnement dit atypique, mais 35% des auto-entrepreneurs. Voilà, des entrepreneurs. Donc, ouais, ça représente une grande masse. Voilà. ouais, on est beaucoup, on a envahi le monde et c'est grâce à nous que le monde avance en réalité. Ben, aujourd'hui, nous allons voir les difficultés. Alors, les difficultés d'avoir un cerveau atypique, on connaît, mais j'aimerais justement qu'au fur et à mesure de la conversation, tu nous parles aussi de tous les avantages d'avoir Ouais, ce type de cerveau. ouais, avec plaisir. Parce que toi, effectivement, donc, bon, on l'a mis un petit peu sur l'annonce, tu es TDA, donc tu as un trouble de l'attention, avec hyperactivité ou pas. Ça reste, ça dépend. Tu es zèbre, c'est-à-dire que tu as un haut potentiel, et puis tu as une dyslexie. Oui, Voilà. J'ose le dire parce que toi, tu l'assumes pleinement. oui, complètement. Donc là, tu l'assumes maintenant maintenant que tu es adulte. Comment est-ce que s'est passé plutôt ton enfance, notamment par rapport aux apprentissages? Alors, je ne savais pas que j'avais tout ce que tu viens de nommer parce que quand j'étais enfant, bon déjà je suis d'origine colombienne, donc on est un tout petit peu plus en retard par rapport à l'Europe, on va dire, mais ça ressemble dans le sens où soit tu étais bon à l'école, soit tu n'étais pas bon. Ce qui m'a sauvé un mois, et j'en parle assez souvent, c'est que j'ai toujours eu cette facilité à aller vers les gens, à écouter les gens et à aider les gens.
Et grâce à ça, je pense que c'est l'une des choses qui m'a sauvée, c'est que j'ai toujours participé en classe. J'ai toujours voulu aider mes amis, mes collègues, mes copains, et ils m'ont toujours pas mal aidé. Et les profs ne me surveillaient pas non plus. Donc, vous voyez, parce que j'aime apprendre. J'ai la partie justement au potentiel, qui aime apprendre, qui aime comprendre, qui aime poser des questions. Mais la partie dyslexique, et c'est un peu faufilé et personne s'est réellement rendu compte en réalité. J'ai découvert ça il y a 3-4 ans seulement. C'est-à-dire que dans tes apprentissages, tu avais quand même bien des mauvaises notes au dicté pour être dans la caricature de la dyslexie. Alors, quand tu es, je parle pour moi, hein, là, tout ce que je vais vous dire, ne le prenez pas général. Je vais plutôt parler pour moi et pour ce que j'ai vu autour de moi. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas, Sonia, elle est en train de généraliser. Moi, je suis pas comme ça. Non, je vous parle pour moi. J'ai utilisé plusieurs techniques. L'une de mes techniques, c'était écrire en majuscule. On ne nous interdisait pas d'écrire en majuscule. Et quand tu écris en majuscule, déjà, tout ce qui est accent, tu n'es pas obligé de rajouter. Ça passe. À un moment donné, certains profs n'acceptent plus que j'écrive en majuscule, donc j'ai commencé à écrire comme un médecin, illisible. Donc, ils ne savaient pas trop ce qui était bien écrit et ce qui n'était pas écrit. Et j'ai pas eu, j'étais pas méga bonne à l'école, mais je n'étais pas non plus très mauvaise. Tout ce qui était oral, ça passait. Et en français, j'arrivais à tricher. Je vais te dire la vérité. J'étais une bonne tricheuse en réalité. Et c'est ça qui m'a sauvée. Eh oui. Bon, j'espère qu'à cette heure-ci, il n'y a pas trop d'enfants devant Facebook. Non, je leur apprends pas à tricher, mais à se rendre compte que quand tu as des dysfonctionnements de ces genres, tu as beaucoup plus de facilité, des capacités pour trouver des solutions. Donc, la triche, c'est pas la meilleure des solutions, on est d'accord. Mais maintenant, je me rends compte avec le recul que j'ai essayé un maximum de trouver des solutions pour m'aider, pour avancer. Donc, en fait, tu as mis en place, quand tu étais enfant, hein, là, je parle des stratégies d'évitement, c'est-à-dire éviter, et des stratégies de compensation. C'est ça? Oui, oui. Voilà. Et du coup, ça a fonctionné. Tu as fait toutes tes études en Colombie, c'est ça? Oui. Et après, tu es arrivé en Suisse. Ah oui, parce que tu es suisse, je ne l'ai pas dit. Et comment s'est passé ton début de carrière professionnelle? Bon, déjà, je suis arrivée sans parler un mot de français. Et je suis tombée amoureuse de la Suisse, je suis tombée amoureuse du français. J'avais jamais entendu quelqu'un parler en français et j'ai trouvé ça tellement beau. Tu sais, l'italien, par exemple, c'est une langue que j'adore parce que c'est un peu chanté. Le portugais du Brésil, c'est de la musique aux oreilles. Bah, pour moi, le français, c'était ça. C'était une belle découverte. Et puis, j'ai voulu aller à l'école et apprendre le français. Mais les difficultés sont revenues. Sauf que moi, je pensais que c'était parce que je ne connaissais pas tout ça, que je ne connaissais pas le français, que je ne savais pas écrire. Donc, j'ai jeté la faute sur c'est normal, c'est une langue que je ne connais pas. Mais encore une fois, je ne me suis pas rendu compte que c'est parce que j'avais des dysfonctionnements, que j'avais ces genres ouais, j'aime pas dire problématiques, hein, mais handicap invisible. Donc, du coup, si je comprends bien, tu n'avais pas conscience. Par exemple, si on parle de la dyslexie, tu avais un trouble le 10. Mais au moins, ben, tu t'es pas enfermé là-dedans et puis tu t'es laissé la possibilité de travailler dans plein de domaines, de découvrir plein de langues et tout ça. Oui, c'est-à-dire que pour moi, je me disais, je suis pas très très bonne, ok, mais j'arrivais à m'en sortir. Donc il y avait un petit peu cette compensation-là, mais aussi il y a quelque chose qui m'a beaucoup suivi, qui me suit encore maintenant, mais que j'ai beaucoup travaillé sur ça pour pas que ça me dérange. C'est le fait que je sais des choses, mais je ne sais pas où elles passent dans ma tête. Ça disparaît. Et j'avais souvent la page blanche. Donc à l'école, quand il y avait un examen, j'étudiais beaucoup parce que ça me demandait évidemment beaucoup d'efforts par rapport à la moyenne, on va dire. Mais au moment où j'arrivais à l'examen, ça disparaissait de ma tête. Je savais pas.
Et encore maintenant, des fois ça m'arrive, j'ai des tâches quotidiennes sur, j'en sais rien, on peut parler de faire un zoom. J'ai l'habitude de faire des zooms, mais il y a des jours où quand j'arrive, je m'arrête et je me dis, mais en fait, comment je dois faire? C'est bizarre, hein? Mais c'est des choses qui m'arrivent, qui peuvent être des handicaps forts, très grands. Parce que si je les vois et que je continue à insister dessus, ben, mon handicap va s'agrandir de plus en plus. Moi, j'essaye de me dire, c'est OK, je suis comme ça. D'où la phrase que j'utilise souvent, que tu connais, je suis parfaitement imparfaite et je m'aime comme je suis. Les troubles 10, les troubles de l'attention euh, enfin, la difficulté, c'est d'automatiser les tâches. Et c'est ce que tu disais, une tâche difficilement automatisée. Et en fait, j'ai entendu une adulte témoigner que pendant le confinement, eh ben, elle s'était arrêtée pendant 3 mois de faire des tâches qu'elle faisait régulièrement, notamment prendre le train ou des choses comme ça, et que, ben, au déconfinement, de refaire ces tâches, même du quotidien d'avant, eh ben, ça lui avait demandé un effort supplémentaire parce que toute l'automatisation était partie. Voilà. Pour la petite histoire, j'arrive au boulot l'autre fois, ça faisait 2 mois, bah, je vais taper le code, bah, je ne le connaissais plus. J'ai dû aller sur mon agenda vite et puis regarder le code. Et puis tu te dis, mais c'est impossible que tu oublies ça. Bah oui, mais c'est pas que tu oublies pour toujours. C'est comme si pendant des secondes, des minutes, l'information disparaissait. On ne sait pas où elle est passée. Bon, alors ça, c'est dans le côté un petit peu négatif, mais malgré tout ceci, tu as très très bien réussi ta carrière professionnelle. Ah oui, je me plains pas. Tu as toujours été repéré dans le milieu du travail par tes employeurs, c'est bien cela, comme quelqu'un de compétent et de super motivé. Oui, Donc, tu as tout de suite progressé. oui. Donc, de la caricature, hein, de la petite Colombienne qui est arrivée, on ne parle pas le français et avec des papiers un petit peu douteux, tu t'es retrouvée responsable d'agence en agence de voyage, c'est bien cela? Oui, c'est correct. Alors, il paraît que les profils atypiques comme ça ont du mal à se sentir en adéquation avec leur milieu du travail, tellement ils se sentent différents et incompris. Est-ce que toi, tu as ressenti ça? Non, et je pense, encore une fois, c'est mon point de vue, que ce n'est pas forcément parce que on est différent ou parce qu'on a un dysfonctionnement. Je pense que ça a beaucoup à voir avec la confiance et avec ce qu'on a peu créé avant. C'est pour ça que je travaille beaucoup, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec des jeunes, mais surtout avec des entrepreneurs. C'est de s'accrocher et de voir est-ce qu'on sait faire et toutes les belles choses qu'on a et tout le potentiel qu'on a et ne pas s'arrêter, comme je disais tout à l'heure, à ce qui ne va pas. Je te prends un exemple qui n'a rien à voir avec la dyslexie. Admettons que quelqu'un n'aime pas son nez. Ça, c'est un exemple que j'aime bien donner. La personne n'aime pas son nez. Son corps fait 100%. Le nez, il fait pas grand-chose en pourcentage. Mais tu peux rester fixé et quand tu te regardes devant le miroir, tu vas regarder juste ton nez et tu ne regardes pas le reste du corps. Donc, plus tu regardes ton nez, plus ça va devenir une obsession, entre guillemets. Tu es focus que sur cette partie que tu n'aimes pas. Mais le reste, tu l'oublies. Donc, moi, j'accompagne des gens à voir le reste. C'est ne pas d'oublier ton nez, mais c'est dire, bah, il est là, il fait partie de toi. Bah, c'est comme ça. C'est le tien. Au moins, t'en as un. Donc, moi, j'ai un dysfonctionnement, certes, mais comme tu l'as dit, bah, tous ces dysfonctionnements que je peux avoir, que ce soit la haute potentialité, mais je vois pas de distinction. Je me dis, ça, c'est moi. C'est moi. On donne des étiquettes dessus pour reconnaître un peu, mais grâce à ça, bah, je peux faire autant de choses en même temps. Voilà. Et il y a des gens qui sont très connus. On parle d'Albert Einstein, qui était quelqu'un qui partait dans tous les sens, qui était un haut potentiel, qui était un dyslexique. On a, je sais plus, à Disney aussi, pareil, et plein d'autres personnalités qui sont très connues, qui ont créé des choses énormissimes, qui avaient des dysfonctionnements, des handicaps invisibles. Donc, comme quoi, c'est possible. Pourtant, il s'est passé quelque chose. Tu étais salarié, puis il t'est arrivé un burn-out, voilà, Mhm. et tu as dû ben, te reconstruire après ça. Est-ce que
fais un lien entre ton burn-out et puis peut-être ton haut potentiel ou ton fonctionnement du cerveau en général. Bah, c'est la première fois que je me pose la question et pendant que je t'entends, je me disais non, pas du tout, mais peut-être oui parce que j'étais chef comptable dans une entreprise qui était trop carrée. Euh, C'était comme avoir une prison en or en réalité. Donc, je n'étais plus moi. Je pouvais plus utiliser toute ma potentialité justement qui était de faire plein de choses en même temps. On m'avait réduit à juste chef comptable et c'était ennuyeux pour moi, même si je faisais plein d'autres choses, mais le burn-out, j'étais pas à ma place en fait. Là, je fais ces semblants d'être quelqu'un d'autre que je ne suis pas. Et le burn-out est arrivé par là en réalité. Et tu communiques beaucoup sur ton burn-out et tu dis que c'est une chance, hein, c'est ça? Oui, Pour toi, tu le considères comme une chance? je dis le burn-out m'a sauvé la vie parce que c'est grâce à ça que je peux me rendre compte que le plus important de ma vie, c'était moi-même. Que si moi je n'allais pas bien, bah mon histoire, ma vie à moi, mon film à moi a été foutu. Et j'ai pris du recul et j'ai commencé à faire ce que je fais maintenant et ce que j'aime. J'adore mon travail. Quand j'ai fait mon burn-out, je pleurais tous les jours. Mes journées étaient longues. Je dormais plus. Je mangeais plus. C'était, le mot est fort peut-être, mais c'était un enfer. Là, je suis au paradis. Je suis chez moi. Là, ça va mieux. J'en profite pour dire que nous sommes en live et que du coup, si des personnes veulent poser des questions, j'ai testé le chat, ça marche, donc il n'y a pas de souci. Alors, j'ai juste une mouche qui va passer pile devant la caméra. Alors, une autre facette de ta personnalité, tu es maman. Oui. Tu as deux garçons qui sont grands maintenant, enfin grands, ados, et je me bats contre une mouche, hein, désolée. Et j'aimerais t'interroger sur ton rôle de maman, ou plutôt, est-ce que tu penses, alors je ne veux pas rentrer dans leur vie trop particulière, mais est-ce que tu penses qu'ils ont hérité de ton cerveau ou de ta façon de fonctionner? Ah, je pense pas, je suis sûre. Et du coup, alors attention, ma question est un peu dure, voilà, mais est-ce que tu penses que tu leur as transmis une tare? Non, parce que comme moi, je me considère pas comme une tare, bah, je peux pas me dire qu'est-ce que je leur donne. C'est aussi ça. Au contraire, c'est un cadeau énorme. C'est une façon d'être comme autre chose. Donc, au contraire, je leur dis, bah voilà, pour toi, c'est difficile sur ça, mais regarde tout ce que tu sais faire. Donc, non, c'est un cadeau. Pourtant, j'imagine que scolairement, à cet âge-là, parce qu'ils sont encore enfants et ados, donc en primaire et au collège, euh, ça doit leur apporter un peu des difficultés. Oui, oui, Mais oui, du à coup, tous les deux. tu essaies de les accompagner, leur montrer tout le positif et toute la créativité qui peut aller derrière. C'est bien cela? Oui, bon, toi, tu as déjà accompagné le grand. Je crois que Sébastien, non, mais le grand, en tout cas, oui. Et il faut travailler un peu plus, comme ils sont assez forts tous les deux en mathématiques. Donc, il y a ceux qui ne sont pas forts en mathématiques qui doivent travailler plus. Bah, eux, ils sont forts en mathématiques. Et bah, il faut travailler un peu plus le français. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas facile tous les jours, évidemment, parce que il reste non plus pas concentré très longtemps, mais je pars du principe que tu aies un trouble d'attention ou pas, quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, bah, tu veux vite t'en débarrasser et passer à autre chose. En fait, j'accompagne régulièrement des parents, enfin, je communique régulièrement avec des parents d'enfants dits atypiques. Et ce qui revient beaucoup, et ce qui m'ennuie énormément, mais j'aimerais ton avis sincère, c'est ce côté, je leur ai transmis et du coup, je suis coupable et je m'en veux en tant que mère. Toi, visiblement, non. Bah, non, parce que déjà, tu sais que
J'aime pas le mot positif, mais moi j'aime bien voir tous les côtés aussi. Parce que si le négatif m'amenait loin dans ma vie, bah, je m'accrocherai au négatif. Vu que ça m'apporte pas grand-chose, faut être réaliste. Mais à choisir entre un dysfonctionnement et, je sais pas, une jambe qui leur manque, ou j'ai un enfant qui est né presque en même temps que mon dernier, qui a dû se faire opérer du foie, qui lui ont déjà fait 2 opérations, où tu te dis, il risque de mourir mon enfant, le choix est vite fait. C'est juste des difficultés par moment, mais c'est pas une problématique que tu dois gérer tous les jours, tous les jours. Donc non, là hier à mon petit, donc Sébastien qui est un évent, il a fait une fusée mais en Lego, mais c'est un truc des dingues. Moi je pourrais pas faire ça. Ben voilà, il a d'autres choses qui sont très bien et qui vont le faire aller très loin dans la vie. Donc non, si vous êtes parent et vous pensez que c'est un cadeau mauvais vous donner à vos enfants, ça va devenir un cadeau très mauvais. Mais si vous vous dites, ok, c'est comme ça, c'est comme les cheveux, j'ai les cheveux méga raides. Mon deuxième, il a les cheveux aussi raides que les miens. Eh ben tant pis, c'est comme ça. J'ai pas choisi. Quand on fait un enfant, on n'a pas des cases où on note tout ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est comme ça. Donc c'est à nous en tant que parents de les aimer, de les accompagner et de les accepter comme ils sont arrivés, que ce soit avec un dysfonctionnement, que ce soit avec un handicap visible ou autre. C'est comme ça. On peut pas changer ça, mais on peut les accompagner, les encourager. Et puis il y a des jours difficiles, mais il n'y a pas des journées, des mois et des années difficiles. Je connais un petit peu ta vie et puis tu l'as dit, euh, en Colombie, les troubles 10 et tout ce profil-là, c'était pas connu en tout cas quand tu étais enfant. Mhm. Donc ta mère, enfin tes parents n'ont pas pu t'accompagner sur ce point-là, même au point où ça n'a pas été diagnostiqué. Du coup, comment toi tu fais, parce qu'on a tendance à reproduire ce qu'on connaît, comment est-ce que toi tu arrives, alors que tu n'as pas vécu cet accompagnement-là, à, à accompagner tes enfants? Tu te fais toi-même accompagner? Comment est-ce que tu fais? Ou c'est ton métier? Bah, j'avoue que quand je suis arrivée en Suisse, j'ai trouvé la façon, parce que j'étais fille au père dans une famille, c'était une famille avec 3 filles. Et j'adorais, je trouvais ça tellement beau de la façon comment elle élevait ses 3 enfants. Et à cette époque-là, j'ai commencé à me dire, mais tiens, on peut éduquer un enfant autrement. Je ne savais pas, je ne m'étais jamais posé la question. J'avais 18 ans, hein, j'étais encore un enfant quelque part. Et depuis, j'ai commencé à beaucoup lire, à beaucoup m'intéresser sur l'éducation, sur comment on pouvait faire. Je ne peux pas, si je pourrais, mais à quoi bon de reproduire exactement les mêmes choses que nos parents si nous-mêmes, nous ne sommes pas nos parents? Mon père, ma mère, c'est une autre génération. Ils ont vécu en Colombie, leurs parents étaient différents, donc moi j'essaye de leur amener de mieux que je peux, avec les moyens que j'ai à l'heure actuelle. Mais cela ne veut pas dire que mes enfants ne vont pas avoir des traumatismes, parce que peu importe ce que nous on fait en tant que parents, nos enfants aussi seront traumatisés. C'est comme ça. Toi, tu as 3 enfants. Tu peux éduquer tes 3 enfants de la même façon. Ils ne vont pas réagir de la même façon et ils sont complètement différents. Donc, peu importe ce que tu fais, ils auront des séquelles. C'est comme ça. Il n'y a pas de manuel, ni bon ni mauvais. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je pense que c'est ça qui compte. Et j'ai même lu à un moment donné qu'il fallait pas que nous soyons des parents trop parfaits parce que ça met trop de pression à nos enfants. Donc c'est ce que je me dis, moi. Je me dis, au moins, je leur mets pas la pression. Ils auront pas de pression. Si, bon, ils vont survivre. Du coup, si toi, tu avais un conseil à donner à des parents qui viennent d'apprendre qu'ils ont un enfant dit différent pour le système scolaire notamment, quel serait-il? Quand mes enfants ont été diagnostiqués, c'est parce que l'école m'a obligée, parce qu'ils vont à l'école en Suisse, donc l'école m'a obligée à faire passer un test pour pouvoir les reconnaître en tant que 10 et leur donner, plus tu connais aussi très bien, plus de temps pour les devoirs, pour les examens et tout ça. Ça m'a beaucoup frustrée parce que c'est un peu comme si
tu vois rien, on sait que tu as besoin des lunettes, mais on t'oblige à avoir une attestation du médecin. Pas juste arriver avec des lunettes, on t'oblige d'avoir un papier qui dit que j'ai mal vécu ça. Je l'avoue, j'ai mal vécu ça parce que c'était coller une étiquette à mon enfant. C'est lui dire, OK, oui, tu as ça et ça comme problématique. Pareil pour la haute potentialité. Je l'ai fait faire un test pour le premier. Tu es encore là, Nelly? Oui, oui, je suis là, je t'entends bien, moi, il n'y a pas de Ah, souci. parce que l'image chez moi est figée. Quand je l'ai mal vécu, maintenant, ils me l'ont demandé, je l'ai fait, et puis quelque part, je me suis dit, bon, c'est une photo à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire que, parce qu'il y a une photo à un moment donné, qui vont rester comme ça toute leur vie, on peut s'améliorer, on peut trouver des solutions. C'est très très dur ces tests parce que en France, je pense que ça fonctionne pareil. Pour avoir donc une aide scolaire officielle, notamment pour les examens type le brevet, les choses comme ça, il faut ce diagnostic. Et ce diagnostic rentre dans la case du handicap. Donc on est obligé de faire un dossier à la MDPH, à la maison du handicap. Et c'est sûr que en tant que parent, c'est difficile de voir ce mot handicap, même si on appelle ça handicap invisible. Donc c'est très difficile. Et puis en plus, le but de ces tests est de regarder les difficultés. Donc, on ne focalise notre attention que sur la difficulté et sur le retard de l'enfant. Est-ce que le retard de l'enfant est considéré comme juste temporaire ou bien est-ce qu'il s'installe dans le temps? Et du coup, on focalise sur la difficulté. Et quand on donne le résultat aux parents, on dit, ben voilà, votre enfant a tant de retard là-dessus, tant de retard là-dessus. Au niveau concentration, ça va pas. Au niveau mémoire, et c'est très, très, très dur. Alors qu'il y a plein d'autres choses de positifs, mais c'est pas le but des tests. Donc moi, c'est ce que j'explique aux parents. C'est pas le but du test, donc ce n'est pas mesuré par ce test-là. Et ça veut pas dire que votre enfant n'a pas plein de capacités à côté. Et heureusement. Et c'est vrai que c'est des moments très, très, très difficiles là pour les parents. Ouais, c'est pas agréable. En effet, j'avoue, c'est pas agréable. Alors, je vois que certaines personnes commencent à se manifester sur le chat. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ça fait déjà 27 minutes que nous sommes ensemble. On va pas rester non plus trop longtemps. Je voulais pas prendre trop de temps avec Sonia. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc, Sonia a accepté aujourd'hui avec beaucoup de pragmatisme et de voilà, pour reprendre les termes de Stéphane, voilà, qui a mis dans le chat, de nous parler de son expérience de vie en tant qu'adulte et en tant que maman de personnes atypiques. Alors, nous avons un commentaire qui dit que les tests ont été un soulagement pour les enfants. Effectivement, pendant certains mois, on se demande ce qu'a notre enfant et parfois, ben, pouvoir mettre des mots sur ce que l'on vit à la maison, ça peut aussi faire du bien. Mais moi, je n'ai pas dit que les tests ça ne servait à rien. J'ai juste dit que Non, c'était attention, il faut savoir que comme moi, je connais évidemment parce que c'est un milieu qui est connu quand même pour moi. Moi, j'étais avant 10 sans le savoir. Maintenant, je suis 10 au courant. Donc, pour des parents qui ne savent pas qu'il y a un des deux parents qui est 10, par exemple, ou peu importe le dysfonctionnement qu'il peut avoir, hein, ça peut être au potentiel ou autre, c'est très difficile de ne pas savoir ce qui se passe. Tu m'entends? Parce que je ne te vois plus maintenant, c'est figé. Si, moi, c'est tout bon, je t'entends bien, tout va bien. Donc, le fait qu'on nous dise, voilà, il a telle chose, cet enfant, c'est un soulagement. Moi, pour moi, il n'y avait pas besoin qu'on fasse un test parce que je le savais, je le voyais, je reconnaissais tous les dysfonctionnements. Ce qui est un peu, par moment aussi compliqué, c'est que tous les professeurs, mais j'ai rien contre les professeurs, ne sont pas ouverts aux dysfonctionnements. Que ce soit les professeurs et d'autres parents. Il n'y a pas que le professeur. J'entends souvent, cet enfant ne tient pas en place parce qu'il est mal élevé. Il est mauvais à l'école parce que les parents ne s'en occupent pas. C'est des phrases qui ne sont pas agréables à écouter. Mais on s'en fout ce que les autres pensent. Ce qu'ils pensent, c'est ce que vous savez ce qui se passe à la maison. Moi, mes enfants, des fois, ils m'insupportent parce qu'ils ne tiennent pas en place. Mais c'est des enfants. Ce truc des restes là sages comme une image, c'était à l'époque, quand nous, on était enfants et que c'était une éducation différente où on n'avait pas le droit de parler, où on n'avait pas le droit de bouger. Maintenant,
c'est une autre génération. Quand nos enfants sont dans le ventre, même moi, je m'en souviens très bien, avec mon premier, donc il y a 14 ans maintenant, je mettais déjà la musique Beethoven quand il était de mon ventre, j'ai été faire des massages, ils avaient des trucs qui pendouillaient de partout, dans la voiture, dans la poussette, dans le lit, quand ils étaient au canapé. Donc c'est des enfants que nous, on s'habitue à éveiller aussi. Et comme par hasard, après, on leur dit, tu ne bouges plus, tu ne parles plus, mais c'est pas possible. On leur a appris à bouger. On leur a dit, il faut s'éveiller. Et c'est des enfants qui sont d'une autre génération. Que tu les éveilles ou pas, ils viennent déjà éveillés. C'est comme ça. Donc, c'est pas facile d'entendre ce genre de phrases. Je vous dis, on s'en fout ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez, vous, de vous-même et de vos enfants. C'est ça qui est important. Et qui va donner de la confiance à toute la famille. Voilà. Complètement d'accord. Et tu as parlé dès le début de l'importance d'avoir confiance en soi pour grandir tout simplement, pas forcément en cas de profil atypique. Est-ce que tu es encore là? Oui, c'est bon, tu es revenu. Je suis là, ça bloque un peu l'image. Il y a des choses bizarres. Mais alors après, nous, c'est marrant parce qu'on a un accéléré. Hop, toutes les images arrivent en accéléré et tu reviens. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors, quelque chose à rajouter? Non. Si les gens ont des questions, avec grand plaisir, je peux répondre. Alors, certes, où ça? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu peux, je pourrais mettre en lien mon site, mon adresse. Comme ça, les gens ils peuvent me contacter directement. Ce n'est pas, je ne vais pas dire c'est une banalité, ça reste quand même un handicap qu'on appelle invisible. Que ça soit trouble d'attention, aux potentialités et toute la famille des 10, les autres ne le voient pas. Mais encore une fois, c'est pas ce que les autres voient qui compte, c'est ce que nous on fait avec. Et tu l'as dit très bien, la confiance, c'est ce qu'il y a de plus important. Si j'ai confiance en moi, si j'ai confiance en ce que je fais, en ce que je dis, ou bien si j'arrive vite à rebondir, ma vie va être différente. Et je pense que c'est ça ce qui pourrait être de plus important. Je ne vais pas dire que ma vie c'est extraordinaire, qu'il y a que des belles choses qui arrivent. Non, je suis un être humain comme tout le monde. T'as pas besoin d'avoir un dysfonctionnement ou pas pour avoir des journées des merdes, tu m'excuseras le nom. T'as pas besoin d'avoir un handicap visible ou invisible pour être des mauvaises poils toute la journée, ou pour ne pas avoir des clients, ou pour avoir des journées où tu détestes ta vie. Bon, c'est un peu fort, mais ça arrive aux gens. Et alors, c'est pas grave. Donc, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, il faut pas se fixer sur le nez qu'on n'aime pas. Il faut regarder tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et je trouve pas ce que j'allais te partager, mais. Mais c'est très bien, c'est très très bien. T'inquiète pas, même comme mot de la fin. Et surtout, tu as. Oui, je l'ai trouvé. Alors, vas-y. Faut juste que je fasse un copier-coller. Ah d'accord, tu veux le mettre dans le chat? Oui. Ça marche. Je peux le partager. Je vais essayer. Est-ce qu'il y a des personnes peut-être qui ont des questions, ceux qui sont pressants? Oui, ils n'hésitent pas. On a des petits coucous, on a plein de jolis petits cœurs qui arrivent, mais on n'a pas forcément beaucoup de questions, donc n'hésitez pas. On arrive à la fin de l'interview, donc Sonia est encore là 2 minutes pour répondre à nos questions. Je te l'ai envoyé parce que j'arrive pas à écrire moi dans le chat. Je crois que c'est pas possible. Peut-être que si on le fait en privé. Non, pas de souci, je le fais. Private chat. Comme ça te laisse. C'est bloqué pour moi. C'est bloqué. C'est comme ça. C'est Enila qui a écrit. Là, les messages sont partis. Je ne sais pas si toi, tu les vois. Oui, j'avais vu qu'il disait que c'était un soulagement pour sa fille d'avoir d'avoir eu les tests. Voilà. Exactement. Donc, si tant mieux, si c'est un soulagement, l'important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec et puis comment on va rebondir.
je pars du principe que peu importe ce qui nous arrive, des mauvais, surtout le mauvais, c'est très bien de l'accueillir, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos peurs, nos craintes, tout ce qui se passe. Mais après, c'est dire, OK, c'est bon, j'ai entendu ce que je ressens, maintenant, il faut que je aille de l'avant. Et puis voilà. Écoute Sonia, je te remercie. C'est vraiment super sympa de ta part d'avoir osé parce que même si on voit que tu as pris énormément de recul par rapport à tout ça, eh ben, tu as aussi osé aborder des moments de ta vie de doute où c'était moins facile. Voilà, tu as osé le faire. Donc, je te remercie. Ces sujets-là sont souvent très, très, très sensibles. Je trouve pas forcément beaucoup de personnes qui osent témoigner avec franchise comme toi. J'ai osé poser des questions peut-être un peu délicates. Donc, merci beaucoup. Non, pas du tout. Ça peut aider aux gens de se rendre compte qu'on est tous pareils. C'est comme ça, on est des êtres humains. On est tous pareils, avec nos différences, mais on reste des êtres humains. Donc, merci à toi pour l'invitation. Et puis, si vous voulez montrer à vos enfants à quel point on peut faire un travail formidable et faire des super projets. Allez voir tout ce que fait Sonia, parce que Sonia, donc, elle organise entre autres la journée de l'audace à Genève. Donc, allez à la journée de l'audace, vous allez pouvoir montrer à votre enfant, regarde, fais gaffe, si tu continues comme ça, tu vas finir comme Sonia. Et je peux vous dire que c'est un bel exemple. Oui, la journée de l'audace aura lieu le 10 octobre. Les billets sont en vente, mais les conférenciers sont encore cachés. Mais bientôt, il y aura le concours aussi, d'ailleurs. Peu importe les conférenciers, ce sont des journées qui font du bien. Voilà. Ouais. Où on repart boosté, où ça fait du bien. Donc, je vous encourage à y aller. On peut même y aller en famille. Voilà. Si vous avez besoin de montrer à vos enfants ou même à vous-même, besoin de vous booster, de vous dire, ah oui, des profils atypiques, ça peut avoir des chemins de vie vraiment super intéressants. Voilà, c'est vraiment les journées qui montrent que, parce que des profils atypiques dans les conférenciers, il y en a beaucoup, pour pas dire tous. Non, beaucoup, en général. Mais on en a tous, on est tous des audacieux dans notre vie. Donc les histoires sont belles et elles touchent à tout le monde. Eh ben moi, je propose qu'on reste là-dessus parce que c'était très beau comme mot de la fin. Merci beaucoup, Sonia. Merci à toi. Et bonne journée à tous. Au revoir. Bisous, bisous. Ciao.